Salut à tous, c'est le retour du 13-30, on est très content. J'étais en vacances et je suis de retour. Et je ne reviens pas seul parce que dans mes valises, qui j'avais? Julien Chérita, comment vas-tu? Non, je dément complètement, j'étais pas dans tes valises. Non, mais j'avais laissé ouvert. Hein. C'est comme quand tu Ah. sais, t'as un chien dans la voiture qui fait trop chaud, tu laisses un petit peu, hop, la vitre ouverte. Mais pareil. Est-ce que ça va? Est-ce que toi tu as été en vacances déjà ou est-ce que c'est à venir? Dis-nous. Non, c'est pour bientôt les vacances, fin de semaine, là, je vais en profiter un petit peu, on va voyager, ça va être cool. Ça c'est bien ça. J'espère que tu prends pas l'avion parce que l'avion c'est compliqué. Non, non, j'évite ça. C'est bien, bien joué. J'ai eu juste 3h30 de retard à l'aller, 2h30 de retard au retour. Ta 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 ta. Tout va bien. Non, Oui, vas-y, vas-y. j'ai entendu pire récemment, hein, des gens qui ont dû prendre le train à la place de l'avion à la fin, donc Ça c'est plus tu t'en compliqué. sors pas si mal. C'est vrai. C'est vrai. Alors, eh bien, sachez qu'on a failli avoir des problèmes de 1330. Dis donc, on a eu des problèmes techniques et tout, des trucs compliqués à base de Windows, micro, machin, des trucs dingues, mais on les a résolus parce qu'on est un peu fort. J'ai envie de le On est dire. un peu des geeks, hein, faut l'admettre. Ouais, finalement, bim, on est arrivé à l'heure, à 13h30. Et aujourd'hui, en plus, on parle d'un truc génial. Génération de code. Donc déjà là, voilà, il y a du bon. Voilà, on se pose là. Mais avec .NET 6. Et je vais le redire. Mm. Et avec .NET 6. Je mets toutes les voyelles et toutes les consonnes. Et Avec tout ça, voilà. ouais, avec tout ça. Et ça va... Bon, alors moi, j'ai vu les slides. Ça va être cool. Ça va être cool, je veux vous le dire. Vous voyez toujours, alors regardez, vous voyez toujours les cartons derrière là. Profitez parce que je déménage dans moins de 10 jours. Dans 10 jours. Hop là, En dans 10 10 jours. Et jours. après, Mais donc, ils seront encore là au prochain 1330. non, parce que je serai dans une Ah, autre pièce et dans laquelle je ne mettrai pas mes cartons derrière moi en déco. ah là là, on va Ça va être être déçus. triste. Ouais, je m'en doute. Ok, ben écoute, je te propose de lancer. Je vais me mettre sur la bonne, le bon setup et pour voir tes belles slides, c'est parti. Voilà, donc comme Steve vous l'a dit, on va parler un petit peu de la génération de code de manière générale pour commencer, et après je vais aller un peu sur les spécificités qu'il y a dans .NET 6 et qui sont effectivement assez cool. Donc déjà, c'est quoi la génération de code, à quoi ça sert? C'est lié à un concept qu'on appelle la métaprogrammation. Donc en fait, l'idée de la métaprogrammation, c'est de dire que notre code, finalement, c'est que des instructions et on peut les manipuler comme on manipulerait n'importe quel type de données. Donc, on a une liste, et on peut générer du code avec pour, je sais pas, émettre des données, les présenter d'une certaine manière ou des choses comme ça. On a des définitions de mapping, on peut transformer ça en du code qui va transformer un objet en un autre, etc., etc. Donc, ça permet de générer du code qui est spécifique à votre besoin, qui va faire exactement ce dont vous avez besoin, donc ne pas perdre de temps, être plus performant, utiliser moins de mémoire éventuellement. C'est des concepts qui sont utilisés pas mal dans le framework et dans des librairies qu'on utilise pas mal. Donc, par exemple, dans le SDK Razor, pour partir de la page Razor que vous définissez, et en donner le rendu final. Ce qui se passe, c'est que le compilateur transforme le Razor en classe CS qui est exécutée au runtime. Mapster ou Dapper, de la même manière, pour certains mappings, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des mappers en émettant du code IL, donc le code de plus bas niveau pour .NET, et pour permettre d'avoir quelque chose de performant qui transforme une classe en une autre. Donc ce code-là, ce qui se passe, c'est que en général, il est généré à la volée. Donc on lance notre programme, on se rend compte qu'il y a un besoin particulier, le programme va analyser par réflexion les données en réflexion ou introspection, enfin bon, selon les cas, analyser les données et en générer une classe. C'est des processus compliqués. Mais ça se fait. C'est quoi l'idée quand on fait de la métaprogrammation? C'est d'éviter d'avoir trop de code passe-plat, parce que très souvent, on passe notre temps à dire
Euh, pour utiliser ça, tu vas configurer telle classe qui va avoir tel rôle, qui aura telle interface, ou alors tu vas dire, pour tel champ, je le recopie dans tel champ d'une autre classe. Ça, c'est Hmm. l'idée des mappeurs. Et bon, tout ça, c'est du code place-plat qu'on répète souvent, qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, si on le supprime, on gagne en expressivité, on a plus de code utile par rapport au code utilitaire, code passe-plat. Et du coup aussi, on limite les risques d'erreur. Donc, on y gagne au final sur la qualité de notre code. Ça peut nous permettre, ces notions de métaprogrammation aussi, d'avoir des syntaxes qui correspondent plus à nos besoins de métier. C'est un truc qu'on verra un peu plus loin. On peut très bien dire, je vais définir ma propre syntaxe. Euh, un exemple qu'on a, c'est, je sais pas, une notation mathématique, Mhm. et transformer ça en du code qui sera exécuté comme du code C#. Donc ça peut permettre, pour certains usages, de laisser la main à des gens qui sont plus métiers, avec un langage spécifique, pour décrire euh, les besoins qu'on a. Et de plus, le code qu'on génère, il n'y a pas besoin de l'interpréter, éventuellement, il n'y a pas besoin de faire de réflexion dessus, enfin à l'exécution de ces bouts de code, donc on gagne en performance. Donc avant .NET 5, je l'ai rapidement évoqué, on avait quelques techniques pour faire ça, pour générer du code, pour faire de la métaprogrammation. On avait la possibilité d'émettre du code IL. Donc le code IL, c'est un code qui est proche de la machine virtuelle .NET. Donc c'est un code qui ressemble à de l'assembleur. C'est vraiment des instructions très simples. C'est puissant, mais c'est complexe à faire et c'est pauvre en termes de syntaxe. C'est-à-dire qu'on n'a pas toute la richesse d'un langage comme C#. On a les notions d'objets, mais on n'a pas forcément des choses avancées sur les énumérables, link, Hmm. les async await, etc. On avait Code DOM qui date des tout débuts du framework, hein. C'était utilisé dans ASP.NET Web Forms à l'époque notamment. Et ça permettait de générer le code C# ou VB.NET sous forme d'arbre. Et lui, il donnait ça à un moteur et il transformait ça en code. Euh, c'est pas mal, mais c'est un peu complexe à gérer. Et en plus, ça ne gère pas les fonctionnalités modernes du genre async await, etc. Parce que c'est une fonctionnalité qui est mise à jour par Microsoft. On a eu très longtemps les templates T4. Ça, c'était assez puissant. C'était un peu comme générer du code avec une page Razor, pour ceux qui connaissent un peu. C'est-à-dire qu'on avait une syntaxe, on disait, tu répètes telle opération sur tel type de données et tu craches telle ligne de code. Le problème, c'est que c'est une nouvelle syntaxe à prendre en compte et qu'en plus, c'est un truc qui était un peu en dehors de la chaîne de compilation. Donc, on devait exécuter ça avant la compilation pour que ce soit pris en compte dans notre compilation. Autre possibilité qu'on avait, c'était de créer des expressions lambda, exactement comme on fait une lambda expression avec x flèche x.name quand on veut faire un select dans Du Link. link. Hmm. On peut utiliser ces expressions lambda et les compiler en code. Défaut de ça, c'est que c'est un peu limité. Ça permet que de faire du code statique, c'est-à-dire des méthodes statiques, que tu peux pas y introduire des commentaires, que c'est difficile à débugger et tout et tout. Donc voilà, c'est un peu ce que je reprenais ici dans cette slide, c'est-à-dire que on n'a pas d'interaction avec le processus de compilation. Donc tout ça, ça se passe soit avant la compilation, dans le cas des templates T4, soit après la compilation, dans le cas de l'émission d'Intermediate Language ou de compilation de Lambda Expression. Donc voilà. De plus, ça nous fait du code qui est généré en mémoire ou dans des fichiers un peu cachés, etc. C'est assez complexe à débugger, que ce soit à Ouais. l'exécution ou dans le processus de génération. Donc, c'est là que en .NET 5, ils ont introduit avec Roslyn des générateurs de code source. Donc, ils sont basés sur l'infrastructure qu'ils avaient mise en place pour les analyseurs de code, pour permettre à un analyseur de code en fait de générer du nouveau code.
Donc, c'est un processus qui s'inscrit dans le processus de compilation Mhm. et qui va nous permettre de générer tout bêtement du code C#. On va voir qu'en général, on utilise des string builders pour le générer. On peut utiliser d'autres méthodologies. Il y a d'autres outils qui le permettent de faire la même chose. Mais là, ce qui est sympa, c'est que ça génère vraiment du code C# et qu'une fois qu'on l'a généré, on peut aller regarder ce qui est généré et si ça correspond bien à nos besoins. Et en plus, c'est pris en compte dans nos projets. Je vous ferai une petite démo après. On aime ça, la démo. Éventuellement, il y a une option pour persister le code sur le disque. C'est pas forcément le but. Il y a quelques bibliothèques qui l'utilisent parce que en fait, ils génèrent des codes selon des templates et après, ils veulent mettre ce code-là à disposition dans une bibliothèque. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on ne persiste pas ce code sur le disque, il est juste généré à la volée et il est intégré dans la compilation de nos DLL. Donc le processus au niveau de l'analyseur, ce qui se passe, c'est qu'il y a la compilation qui démarre. Il y a une étape de génération de source, donc où là, on va analyser le code source qui a déjà été produit, éventuellement des fichiers additionnels. On va générer un nouveau code source. Ce code source va être rajouté à la chaîne de compilation et la compilation va reprendre. Euh, Au niveau du fonctionnement du générateur qu'on va utiliser, donc on va voir un exemple de code juste après, mais juste pour montrer un petit peu le concept, Mhm. c'est-à-dire qu'on va définir un générateur qui va être initialisé par le framework de Roslyn, qui va définir éventuellement un factory pour recevoir les éléments de syntaxe qui sont analysés lors du processus de compilation. On peut en même temps éventuellement ajouter du code source. Et après, quand le compilateur va passer un petit peu partout dans votre code source, le syntax receiver qui sera instancié va recevoir les nœuds de syntaxe. Ces nœuds de syntaxe, ils peuvent être identifiés et dire, ah ben là, il y a un élément qui m'intéresse, je vais le garder pour plus tard pour générer du code. Là, il y a un autre élément qui m'intéresse, je vais le garder pour plus tard pour générer du code. Tout ça, ça s'accumule dans la passe. Et ensuite, la phase de génération de code est exécutée. Et on peut ajouter du coup du code source. Alors, je propose de montrer ça C'est parti, je passe sur la démo. sur la démo. Donc là, je suis parti d'un exemple de code qui est dans le SDK Roslyn, donc c'était le plus simple. Ce qu'ils ont proposé de faire, c'est de dire, on a souvent des notify property, des notify property change qui nous intéressent sur des classes. Donc, on pourrait dire, on va générer ça automatiquement. Donc, l'idée, c'est que on va partir d'une classe, voilà, on va partir d'une classe où il y a très peu de choses dedans, juste des champs privés, et on va mettre un attribut auto-notify, éventuellement avec un nom de propriété, qui va créer la propriété et qui va ajouter le iNotifyPropertyChanged pour permettre d'utiliser ça, par exemple, dans un modèle MVVM en WPF. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est quand on va initialiser notre générateur, on va déjà enregistrer un attribut, le fameux attribut qu'on utilise ici. Si je vais à la définition de cet attribut, je vais retrouver le code que j'injecte que je vais vous montrer qu'on injecte. Donc un auto-notify attribute. Cet auto-notify attribut, il est ajouté comment? Il est dit en disant, à la fin de l'initialisation, tu vas m'ajouter le auto-notify attribute avec le texte qu'on a défini juste au-dessus. Donc, ce texte-là d'attribut. Ça Mhm. permet, dans ton projet qui connaît ce générateur-là, qu'il retrouve la définition de cet attribut et de noter ta classe. Derrière, on va dire le fameux syntax receiver, comment l'instancier. Et ce syntax receiver, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que quand il va être appelé, il va, il est ici, il va accumuler la liste des champs qui portent l'attribut qui nous intéresse. Donc, pour chaque nœud de syntaxe qu'on passe,
on va recevoir un contexte et on va regarder dans ce contexte, ben, est-ce que c'est une déclaration de champ? Est-ce qu'il a des attributs? S'il a des attributs, est-ce que on retrouve son symbole au niveau du modèle sémantique? Et est-ce que sur ce symbole, il y a bien l'attribut qui nous intéresse, donc le auto-notify attribute qu'on a ajouté tout à l'heure? Et si c'est bon, ben on le rajoute au champ qu'on veut traiter pour générer du code. Une fois que c'est fait, une fois que le syntax receiver est fini, Roslyn va automatiquement appeler une autre méthode, voilà, la méthode qui est ici, execute, qui va récupérer le syntax receiver et aller comment dire, euh, trouver les éléments de syntaxe qui vont nous intéresser, donc notamment l'interface iNotify property change, et passer l'ensemble de ces symboles en les regroupant par classe pour générer un complément à la classe. Donc, tu vois, là, le groupe.key.name, ça correspond à la Mhm. classe. Ok. Et le auto-notify, ça va correspondre à ce qui est, au nom de fichier implicite qui va être généré. Et nous, après, on a tout un traitement process class qui, là, va construire ben, la classe partielle avec les propriétés qui nous intéressent, en testant s'il y a un nom de propriété à mettre, avec le property change handler qui nous intéresse, etc. Ouais. Et donc, on voit que c'est bien intégré à Visual Studio, parce que quand on va utiliser le Auto Notify Generator, là, Mhm. si je vais à la définition de la classe, bon, la classe est partielle, donc il voit qu'il y a un complément à la classe. Ouais. Et ce complément, il implémente bien le iNotify Property Changed avec deux propriétés. Une propriété texte qui est mappée sur le champ texte et qui va invoquer le property changed. Une propriété count qui est mappée sur le champ amount et qui va invoquer le property change si on veut la changer. Très Donc, bien. ça te permet d'avoir ce code qui est un peu du code passe-plat, Mhm. généré automatiquement. Alors, bon, bien sûr, il y a des problématiques de comment tu définis tes conventions et tout, mais c'est quand même assez puissant. Ça limite ton code utile Ouais. à très peu de code. Et on voit que ben, quand on a besoin, on peut aller à la définition du code généré immédiatement. Et Mhm. si je m'amuse à changer, je sais pas, le nom de la propriété ici, je vais l'appeler, ben, je vais la réappeler amount, comme on s'y attendrait. Mhm. Et là, normalement, alors, est-ce que c'est des fois c'est pas super rapide? Bah, là, tu vois que la définition du code a changé. Il t'a Ouais. mis une grosse barre jaune et tu vois que c'est amount à la place de Ouais, très count. bien, très bien. Et bon, là, je sais pas pourquoi il me propose pas encore. Voilà. Si je lui dis, il va me retrouver bien le amount à la place du count. Mhm. Voilà. Donc, Pardon. Et du coup, oui, au debug time, tu as la possibilité aussi de passer sur cette oui, oui, partie de code généré. tout à fait. En tout cas, Ouais, dans c'est Visual intéressant ça. Studio. Dans Visual Studio Code, ça marchote, mais sur le débugage et tout, c'est plus compliqué. Sur Mhm. le, sur Visual Studio normal, ça marche bien, Mhm. hein. Ouais, c'est Si, bien ça. voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais te montrer? Bon, voilà, ça c'était pour la démonstration Hop, en je reviens .NET sur l'autre 5. partie. Attention, je reviens Voilà, sur les slides. Ça y est, on y est. je t'en prie. Hop. Donc voilà, en .NET 6, qu'est-ce qui a été ajouté? C'est ils se sont rendus compte que ben, ce fameux syntax receiver qui prenait tous les champs, tous les nœuds, tout ça, c'était un peu lourd. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un système de pipeline qui te permet de définir dans ton générateur de sources incrémental un filtrage de ce qui t'intéresse. Et comme ça, toi, tu vas créer une chaîne qui va enrichir ton contexte avec les éléments dont tu as besoin vraiment pour la compilation, pas les autres éléments. S'il y a des choses qui ne t'intéressent pas, c'est pas pris en compte. Mhm. Et comme ce sont des sources immutables, c'est-à-dire que si ça change, c'est une autre instance, ça D'accord. permet au framework de faire ce qu'on appelle de la mémorisation, c'est-à-dire que si les inputs sont les mêmes, il sait que les outputs sont les mêmes. Et donc, ça fait une espèce de mise en cache et il n'a pas besoin de recalculer s'il n'y a pas de Ah, d'accord. changement qui concerne ton générateur. Donc, c'est assez puissant.
Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que le générateur incrémental initialisé, il définit le pipeline qui l'intéresse. Éventuellement, pareil, s'il y a un attribut ou des choses comme ça à ajouter, il l'ajoute dans la définition du code source. Et à l'évaluation du pipeline, si c'est identique, il utilise le code précédemment généré. Et si c'est modifié, il utilise le générateur de code source que tu lui définis et ça ajoute du source. Pour avoir transformé des générateurs non incrémentaux en générateurs incrémentaux, je trouve ça super cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, petite démo. Petite démo, c'est parti. Pourquoi? Parce qu'en fait, typiquement, alors non, je ne suis pas au bon endroit, désolé, Ah, excusez-moi. et Voilà, voilà. je suis ici. Euh, je vais tout de suite construire dans ma source ce qui m'intéresse. Donc là, j'ai fait un autre concept, j'en avais un peu marre des propriétés. J'ai dit, je vais définir un truc qui définit automatiquement l'interface associée à ma classe. Ok. Tu sais, tu peux faire extract interface. Là, Mhm. ça le fait à la génération de code. Donc, pareil, hein, je me suis fait un petit attribut pour annoter mes classes qui m'intéressent. Et donc, pareil, je peux register ça à l'initialisation d'ajouter cet attribut-là. Mais Mhm. après, pour ce qui va changer, je vais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est les éléments de syntaxe qui sont des déclarations de classe pour lesquelles j'arrive à récupérer, bon là c'est un petit traitement, qui a un attribut qui s'appelle auto-interface attribut. Et et je filtre ceux pour lesquels ça a fonctionné. Déjà, si cette étape-là, il n'y a rien qu'à changer, il saura qu'il n'a pas besoin de recalculer la suite. Donc ça, c'est assez puissant C'est déjà pas mal. en termes de calcul. Ouais. Après, bon, je peux encore filtrer ça en combinant avec le modèle de compilation pour aller récupérer mes symboles et mes éléments sémantiques. Et bon, voilà, ça me fait une source agglomérée que je passe à mon register source output. Et lui, il va traiter tout ce qu'il y a là-dedans et le passer à chaque fois à une méthode execute. Et du coup, ma méthode execute, elle est beaucoup plus compacte que celle que j'avais tout à l'heure parce que j'ai Ouais. plus que mes add source et mes générateurs de classe en mes générateurs concrets de classe. Bon, là, je vais générer en l'occurrence une interface et un complément à ma classe. Parce que typiquement, ce qui se passe là, quand je veux faire ça, c'est que je vais générer un élément partiel de ma classe pour lui dire que j'implémente l'interface et Mhm. l'interface en elle-même. Donc, quand j'utilise ça, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je définis une interface, je lui mets auto-interface. Et lui, il va savoir que du coup, il doit appeler mon générateur de code. Je vais le mettre à côté, comme ça on verra bien les deux. C'était pas celui-là que je voulais, c'était l'interface. C'est pas grave. Voilà, je vous mets l'interface ici. Merci. Donc voilà, tout ce que je vais définir ici, ça va être reflété à droite. Si je commente Mhm. une des méthodes, paf, mon générateur de code, voilà, il va supprimer cette méthode-là de l'interface. Si je la rajoute, il va me la rajouter. Mhm. Là, si on va regarder exactement le code, c'est peut-être un peu lourdingue, mais bon, ça peut être sympa de Ça nous juste plaît, nous. regarder un peu comment on construit ce genre de truc. Mhm. Euh, c'est que quand je veux faire Process Interface, là, j'ai accès à mon modèle de ma classe. Et ce qui se passe, c'est que bon, je commence à définir le préambule pour mon interface. Et après, pour chaque propriété et chaque méthode que je trouve dans le modèle de classe, je vais rajouter une propriété, je vais rajouter une méthode. Et typiquement, rajouter une méthode, je vais aller regarder si elle a des paramètres de type pour la généricité, quel est son type de retour, il y a des types références, les arguments, ils sont faits comment, pareil, ils utilisent la référence ou pas, etc., etc. Et ça me permet de reconstruire une chaîne de caractères qui correspond à la classe que je vous ai montrée il y a quelques instants. Bon, je la retrouve pas ici. Enfin, l'interface que je vous ai montrée il y a quelques Mhm. instants. Je concatène le code de telle méthode, telle propriété, telle propriété, telle propriété. Et ça me permet de générer ça.
Et tu peux faire ça pour, en partant de ton code à toi. Donc ça, c'est assez puissant. Bon, je citerai quelques exemples d'utilisation qui me paraissent super intéressants, même si c'est pas encore forcément ultra répandu actuellement. Mhm. Mais ça te permet de faire des trucs complètement rigolos. Du genre, ben là, on a un générateur qui part de fichiers CSV. Donc, au Ouais. lieu de partir de ton arbre de syntaxe, lui, il va prendre les fichiers, comment dire, les fichiers additionnels que tu mets dans ton Ouais, arborescence. d'accord. Mhm. Donc, typiquement, dans le CSProche qu'il utilise, on définit ben, qu'on a un fichier additionnel qui est un people.csv, un fichier additionnel qui est un Mhm. cars.csv. Il va regarder un peu ben, comment on a configuré tout ça. Et on va prendre un peu toutes ces données, donc les paramètres qu'on a mis dans le fichier CSProche, parce qu'on a rajouté des paramètres sur du caching, sur quand le charger, tout et tout, et le fichier texte. Et à l'exécution, ben, ce qui se passe, c'est qu'on va aller traiter, on va aller créer une classe qui correspond au nom de ma source CSV. Et D'accord. je vais aller créer, en l'occurrence, un énumérateur qui va me renvoyer chacun des éléments de mon fichier CSV. Bon, là, ça commence à être un peu abscon au niveau de la génération de code. On aurait peut-être intérêt à utiliser un moteur de template pour ce genre de truc. Là, ils ne l'ont pas fait. Mais on pourrait le faire, hein. Il y a des exemples où on utilise Moustache, par exemple, pour générer du code, des choses comme ça. Et Mhm. donc là, si on prend le useCSV Generator, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il génère une collection de voitures, par exemple. Donc la collection de voitures, on voit que le code qui est généré, c'est un peu comme tout à l'heure, voilà, je vais créer une liste de voitures et créer une première voiture avec telle propriété, une deuxième voiture avec telle propriété, etc. Et de la même manière que tout à l'heure, ben, si je change ma source, ma dépendance, là, si je dis, ah ben non, c'était pas une Porsche 940, ouais, bon, c'est un peu en bas, c'est en bas du fichier, mais c'est pas grave. C'était pas une Porsche 944, c'était pas une Porsche 911, c'était une Porsche 944. Mais en 2022, devait plus en avoir, donc on va dire que c'était en 1990. Je sauvegarde ça. Ça prend quelques instants pour que l'analyseur passe, mais voilà, il m'a changé ma classe générée. Ouais. Si j'enlève 3 lignes, enfin allez, 3 lignes, ouais. Hop, je sauvegarde, et ben, il va me supprimer les derniers éléments Ouais, de très ma bien, très bien. génération. Donc, on peut traduire, là, tu vois, un CSV en une classe. Un Mhm. autre exemple qu'on va trouver dans le SDK qui est sympa, ben, c'est un peu ce que je te citais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux définir un DSL, un langage spécifique, où bah, tu vas définir une série de fonctions avec une notation Ouais, particulière. Ben, d'accord, je là, vois. c'est des notations mathématiques. Tu t'autorises à utiliser la lettre sigma pour une somme. Tu Mhm. vas t'autoriser à utiliser des variables avec des primes, des secondes. Et du coup, eux, dans l'exemple qu'ils ont fait, là pour le coup, c'est pas moi qui ai touché, hein, c'est purement le Roslyn SDK. Donc, ils ont fait un petit parseur donc, parseur, c'est du code un peu complexe à chaque fois, mais ça va générer une classe. Et si on regarde un peu comment c'est utilisé derrière, ben, c'est qu'il va générer une classe qui va s'appeler formulase et qui aura les méthodes qui correspondent aux formules qu'on a vues. Donc là, si je mets ça sur le côté et que je reprends mon fichier .mat, on va voir que ben, il y a area square qui a été généré à partir de area square. On a D qui a été généré avec des noms ben, prime seconde. On Ouais, a bien. le sigma dans Golden Arm qui a été remplacé par une fonction qui s'appelle mySum, Mhm. etc., etc. Donc c'est assez puissant, que ce soit pour faire des DSL internes ou des DSL externes. DSL, c'est Domain Specific Language, hein. C'est donc Ok. tout ce qui te permet de faire Ouais, ta propre des grammaire, langages quoi. spécifiques à tes besoins. On va essayer de finir vite parce que je vois qu'on est un peu en retard. On Hop, hop, repasse hop, sur on les passe à la slides. démo, attention. Hop là, c'est reparti. On revient Slide, de la c'est bon, on est démo. là. Ouais. Voilà. Donc, en 4. pratique, j'ai hésité Difficile à à faire 4 commencer avec les doigts. au chapitre 4 et faire 4, 5, 6, mais bon, enfin, c'est pour ceux qui ont la blague. Mais c'est très Les usages bien, nous avons la blague. Ah, sur, j'ai plus mes goodies là sur la table, ils sont tous dans les cartons, sinon je t'aurais sorti un petit truc Star Wars. Mais je l'ai pas.
des usages concrets et assez variés que j'ai identifiés et qui sont très intéressants. Ben, typiquement, dans le framework .NET 6, ils ont utilisé des générateurs de sources pour la sérialisation JSON. Et du coup, ben, au lieu de faire ça au dernier moment, ils te génèrent une classe de sérialisation à la compilation dans le même processus qu'on a vu. Il y a une autre librairie Structpacker qui fait un peu la même chose, mais pour des formats binaires. Pour les mappings, ben, comme j'expliquais un peu, comme on utilise Mapster, il y a Mapperly qui fait un peu le même principe, mais qui va générer du code C# pour faire tes mappers. Il y a une extension assez sympa, il y a Better Enums. Ça va te générer des méthodes d'extension sur tes enums. Et, parce que, par exemple, typiquement, les toString des enums, les choses comme ça, c'est pas très efficace. Donc, Better Ouais. Enum, il va te faire des choses plus performantes et un peu plus complètes. AnyHow, c'est pas fantastique ce qu'ils font avec les générateurs, c'est tout con, mais eux, ils vont profiter de la fonctionnalité de pouvoir générer des fichiers. Et du coup, en fait, ils ont un template et ils ont des classes qui ont à peu près toujours la même structure avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 paramètres de type. Ben, ils le génèrent. Comme ça, le jour où ils ont un changement à faire, ben, ils le font qu'une seule fois. Et c'est impacté sur tous les fichiers. Il y a des trucs qui m'intéressent vachement, mais c'est pas encore très bien finalisé. Ça s'intègre pas bien encore avec ASP.NET, par exemple. C'est l'injection de dépendance où il n'y a plus de recherche par réflexion. Il n'y a plus de, il y a plus de, enfin, comment dire? Oui, il n'y a plus d'usage de la réflexion. Et en plus, il peut vérifier qu'on a bien injecté tous les types dont on a besoin. Mhm. Ça, c'est assez puissant, c'est assez intéressant, mais c'est pas encore assez bien finalisé. C'est typiquement Strong Inject et Jab. Il y a des trucs assez sympas qui te permettent de faire des classes proxy ou des wrappers. Et ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre d'ajouter des comportements à une classe ou de rendre testable ou mockable une classe qui n'a pas été prévue pour l'être. Donc Mhm. typiquement, tu vas pouvoir créer une classe à côté qui va faire un proxy de ta classe et tu l'utilises celle-là. Et comme ça, tous les appels sont redirigés vers la classe qui n'est pas Ouais. testable. Et si tu as besoin de faire un mock, ben, tu utilises un mock de cette nouvelle classe-là. Après, j'ai vu des exemples un peu funky où, ben, plutôt que d'avoir une dépendance, ils pouvaient injecter via un générateur ben, le code de la dépendance dans ton assembly à toi. Donc, ça peut être intéressant pour éviter de se trimballer 36 DLL. Ouais. C'est un usage un peu particulier. J'ai vu qu'en .NET 7, ils commençaient à utiliser les source code générateurs pour les expressions régulières. Alors, pour tous les amoureux des expressions régulières, dont je fais partie. Même si quand on a un problème qu'on la résout avec une expression régulière, on se retrouve souvent avec deux problèmes. Donc les expressions régulières peuvent être générées à la compilation. Avant, on pouvait faire .compile, mais ça le générait au runtime. Là, on peut le faire à Ouais. la compilation, donc on n'a plus de perte de temps au démarrage, quoi, à la génération. Et il y a plein d'autres usages que je vous laisse aller regarder. Il y a un GitHub qui référence pas mal d'usages des sources générateurs. Alors, il y en a beaucoup qui sont exotiques, qui sont des repos avec 1 ou 2 étoiles, mais ça Mhm. peut être assez inspirant. Voilà, Tous ces liens, je vais vous les mettre dans, évidemment, dans la... Comment ça s'appelle déjà? description. Description. Bim! Dans Voilà, la description de la vidéo sur le replay qu'on va mettre sur YouTube. voilà. Et il y a un petit site sympa. Bon, j'ai pas le temps de vous faire la démo, mais où on peut jouer, faire des premiers codes générateurs et Ouais, voir un sympa ça. peu l'effet que ça a. On a un programme, on a un générateur, il nous fait le code généré et l'output, ça permet de se faire un petit peu la main. Ouais, c'est bien. Je vous laisse aussi une liste de références. Steve les rajoutera dans la description. Putain, mais tu me donnes un boulot là, c'est dingue. Voilà. S'il y a des questions, je n'avais pas vu passer de questions sur le chat. Moi non plus. Pas de questions sur Voilà, le donc chat. C'est que tu as si été toi t'en avais, limpide. Moi j'ai espérons. tout compris, du coup j'ai pas besoin de questionner. Ouais, je suis comme ça. Ben, Non, parfait alors. c'était très très bien. Très très cool. Donc je vous poste le replay sur YouTube d'ici une demi-heure avec tous les liens. Et voilà. Ah oui, alors là, et voilà. Et la semaine prochaine, vous vous demandez tous. Mais la semaine prochaine, Ah alors, qu'est-ce oui. qui se passe dans le Qu'est-ce qui se passe? 1330? Eh bien voilà, je vais te le dire. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Hop là, la semaine prochaine, attention. Ah ouais, alors là, on va parler d'un truc, comment on va dire, un peu de science-fiction, mais peut-être pas tant. C'est F-Sharp. Et ce sera Oh. avec Timothée Beau, un nouvel intervenant dans le 1330. Ça va être cool. Ah, mais ça va être super parce que vraiment F-Sharp, c'est un truc super intéressant.
Et voilà, c'est la semaine prochaine. Donc, soyez là pour le 13-30. Merci beaucoup, Julien, c'était super. J'étais déçu, j'avais pas entendu le coucou. Et pourtant, il a eu lieu. Il n'est pas encore dans les cartons. Eh oui. Et tu n'as pas l'oreille assez fine. Non, j'ai pas l'oreille assez fine. Ouais. Eh oui, faut croire. Tu es plus blanc de la barbe que moi, d'ailleurs. Parce que moi, je blanchis un peu comme ça, alors que toi, tu blanchis un peu partout, à la Philippe. Pas Gérard Philippe, à l'autre. Merci, Oui, salut. Philippe qu'on connaît. À bientôt. Ciao.